Bonjour Bertrand. Salut Xavier, comment ça va? Eh ben écoute, ça va et toi? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. On n'a pas fait de revue d'actualité ces dernières semaines. Eh oui, et pour cause, parce que je sais pas si tu as vu, mais on a fait plein de lives. Mhm. On a fait donc des lives, on a fait 4 lives avec notre ami Loïc Roussel, tu sais, en collaboration avec la chaîne Planète 360. Et donc on en a fait un, le premier c'était sur le plastique avec Joseph Taillefer, très bien, un sujet très intéressant. Et puis on en a fait 3 sur l'agriculture, donc un avec Jean-Baptiste Moreau, ancien député macroniste, aujourd'hui lobbyiste dans l'agriculture et ancien éleveur. On a fait un autre sur l'agriculture avec Émeric Belot, qui est un viticulteur, pour changer. Et puis là, on a fait un live avec l'idole des jeunes et des moins jeunes, qui s'appelle Jean-Marc Jancovici. Donc, c'était quoi déjà le titre qu'on a mis? Ras-le-bol ou Ras-le-bol. voilà, c'est ça, ras-le-bol. Et on a essayé d'analyser le phénomène Jancovici. Voilà, et en fait, on a pas mal de vues. Donc, on remercie tout le monde. Euh, Ça plaît assez. Donc on a plein de critiques évidemment, hein, mais ça on s'y attendait. Dès qu'on attaque le personnage, eh bien tous ses soutiens sont derrière lui. Logique. Oui, on peut saluer le fait que cette vidéo ait atteint déjà plus de 3200 vues en moins d'une semaine, ce qui est quelque chose de très remarquable. Donc merci beaucoup à tous Ouais, ceux pour qui ont notre chaîne, regardé oui. évidemment, à tous ceux qui publient des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, puisque Ouais. c'est important pour le débat, à tous ceux qui mettent des pouces en l'air ou des pouces en bas, puisque c'est pareil, les pouces en bas, c'est important pour le débat. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit, n'hésitez pas à mettre un pouce en bas. L'algorithme de YouTube pousse la vidéo et ça nous permet d'avoir encore plus de visibilité. Donc c'est toujours important et donc un grand merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo, sur Jean Covici et qui ont, je l'espère, appris des choses auprès de Bertrand et Loïc, qui ont très bien analysé le phénomène Jean Covici. Voilà, exactement. Alors, pour ce retour de la revue d'actualité, on va pour changer parler d'agriculture Oui, c'est puisque ça, c'est pour changer. c'est encore, Faut c'est dire qu'on n'en encore un sort pas, sujet. hein, c'est vraiment. On n'en sort pas puisque là, est-ce qu'on va arriver à un acte 2 en fait de la révolte agricole? Puisqu'on a eu un acte 1 qui s'est soldé par un retour au bercail pour certains après les annonces de Gabriel Attal, mais il a fallu que quelques jours pour que une partie des agriculteurs comprennent que ça va peut-être prendre plus de temps que prévu. Donc on approche du salon de l'agriculture là et on entend déjà, plusieurs, comment dire? Syndicats agricoles appeler à remonter sur Paris pour aller au salon de l'agriculture. Donc on s'approche peut-être d'un acte 2 de la révolte agricole. Alors qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on en est, Bertrand? Bon, là, c'est du syndicalisme, j'allais dire, classique. Alors, il y a eu des promesses qui ont été faites pendant la première, pendant l'acte 1. Certains devaient être annoncés d'ailleurs pour le salon de l'agriculture, donc il y a des choses encore sur lesquelles les agriculteurs sont attentifs et donc ils maintiennent la pression tout simplement, vu l'échéance qui arrive. Et donc il y a notamment quand même la coordination rurale qui est quand même un nouveau syndicat, qui est un syndicat agricole assez récent par rapport aux autres. Et donc qui monte en puissance quand même et qui met pas mal la pression. Et j'ai l'impression que parfois la FNSEA court un peu derrière. C'est l'image que ça me donne un peu de l'extérieur, même si la FNSEA est toujours évidemment majoritaire avec les jeunes agriculteurs. Mais donc ce qui est intéressant là, c'est la confrontation, si tu veux, entre d'un côté les écologistes et d'autres les agriculteurs. Et en fait, c'est un peu les je t'aime, moi non plus. Il faut savoir quand même qu'agriculteurs et écologistes, hein, et notamment les ONG, travaillent ensemble depuis très longtemps hein, sur le terrain. Ça, c'est une réalité. Donc, c'est des gens qui se connaissent très bien, qui se fréquentent dans les ministères, évidemment, etc. Et donc là, si tu veux, tu as un clash, puisque les ONG sont très, très en colère de ce qui se passe, puisque le gouvernement, notamment, a annoncé un arrêt ou une mise en pause du plan éco-phyto. Hein. Ça, c'est le plan éco-phyto, c'est quoi? C'est les phytosanitaires pour essayer de diminuer leur utilisation à l'échelle nationale. Il y avait des ambitions très très fortes qui sont en train de foutre l'agriculture française en l'air, hein, pour le dire simplement. Parce que les ONG ont beau dire qu'il faut de l'agroécologie, si tu veux, ça reste de la théorie. Et les produits phytosanitaires restent nécessaires et indispensables pour avoir une agriculture performante par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde. Et donc là, les associations ont quitté,
comment dire, ont claqué la porte alors c'est du comité d'orientation stratégique et de suivi justement du plan national éco-phyto. Et donc ils refusent de parler. Ils ont quitté la salle tout simplement pour dire que ce qui était en train de se passer était scandaleux. Et ils sont toujours pour des objectifs très très ambitieux pour diminuer les produits phytosanitaires. Le problème, c'est que le gros débat se passe entre les indicateurs de performance. En fait, il y a deux indicateurs principaux de performance qui sont utilisés. Et en fait, pour les agriculteurs, ceux-ci ne reflètent pas la réalité de la situation. En fait, il y a beaucoup d'efforts dans le monde agricole pour baisser les phytosanitaires. Ça, c'est une réalité. Si tu discutes un peu avec les gens de terrain, tu te rends compte tout de suite des efforts quand même majeurs qui ont été faits. Il y a eu beaucoup de produits d'interdits, etc. Mais l'indicateur, en fait, il est seulement, selon les agriculteurs ou les syndicats agricoles, ils sont seulement quantitatifs. C'est-à-dire que si tu as un produit avec une molécule très très efficace, mais que celui-ci est interdit, eh bien tu vas changer de produit, mais un produit moins efficace que tu devras, par exemple, épandre 2-3 fois plus. Ça se voit sur les néonicotinoïdes, par exemple, ceux qui ont été interdits. Si tu interroges la profession, ils vont avoir des solutions alternatives, mais des produits moins efficaces et moins dangereux souvent, donc. Mais ils le passent 3 fois plus, si tu veux. Donc la quantité ne veut pas forcément dire qu'il y a eu des efforts faits sur... C'est pas parce que tu as ce changement, si tu veux, de molécules fait que tu vois pas forcément de baisse au niveau de l'utilisation des pesticides. Or, tu as une vraie baisse sur l'utilisation de pesticides dangereux, par exemple, etc. Bon, bref, tu as un gros débat comme ça sur les indicateurs, et les agriculteurs demandent surtout un changement d'indicateur, et dont un qui est utilisé, par exemple, en Hollande, je crois, et dans d'autres pays européens. Comme ça, il y aura une standardisation européenne, et ces indicateurs-là montrent une vraie baisse de l'utilisation des pesticides. Et donc le débat se situe là en ce moment. Mais donc, quel est le problème en fait, pour les ONG? Elles sont pas au courant de ces indicateurs? Enfin je Ouais. En fait, si elles sont au courant, si tu veux, et moi j'analyse, je trouve que c'est là où elles sont de mauvaise foi, c'est que tu peux pas dire que le monde agricole n'a pas fait de gros efforts et n'a pas changé en 30 ans, si tu veux. Les agriculteurs d'aujourd'hui, c'est pas du tout les agriculteurs d'hier. Il y a une vraie prise de conscience, il y a des vrais efforts de fait là-dessus. Et c'est là où je trouve que les ONG sont un peu jusqu'au boutiste, parce elles sont toujours comme ça, arc-boutées sur des indicateurs justement qui sont à mon avis très critiquables, et seulement obsédées par les quantités de pesticides qui sont épandus, si tu veux, alors que c'est pas la seule question. Et donc, bon, la LPO, notamment, est très remontée, hein, dirigée par Alain Bougrain-Dubourg. Alors, qu'est-ce qu'il a déclaré récemment? Il a dit en mettant dos à dos protection de l'agriculture et celle de la nature, le gouvernement crée un écran de fumée qui occulte les véritables problèmes des paysans, avant tout d'ordre économique et lié au modèle ultra-libéral de production alimentaire, détruisant la biodiversité depuis plus d'un demi-siècle. Voilà, ce recul inédit en matière environnementale ne s'inscrit pas dans une démarche d'avenir. Donc il critique en fait, ce que ça montre tout ce débat-là, tu vois, c'est quoi? C'est qu'il y a une vraie incompatibilité entre les ambitions écologiques, derrière lequel il faut encore noter la décroissance, l'ambition de la décroissance, et notamment de la décroissance de la production, et puis les ambitions économiques, si tu veux. Et là, on l'a vu aussi à propos d'une nouvelle qu'on a vue dans un article qu'on a vu dans le Canard enchaîné, où tu as eu justement Vinci Autoroute. Ça n'a rien à voir avec l'agriculture, mais à mon avis, c'est significatif. Vinci Autoroute, si tu veux, il collaborait avec le Shift Project de Jean Covici. Sauf que là, ils ont des projets autoroutiers, etc. Ils voient qu'ils ont des bilans carbone totalement pas terribles, et qu'en fait, ils se retrouvent en porte-à-faux par rapport à leurs ambitions économiques, justement, ou de développement, et puis les ambitions écologiques. Et donc, ils ont quitté le Shift Project. Donc là, ça montre en ce moment l'incompatibilité qu'il y a entre les ambitions écologiques qui vont vers la décroissance et la nécessité économique d'un autre côté. Là, on voit la profession agricole, mais aussi là, sur le transport et sur Vinci Autoroute. Donc, à mon avis, c'est des signaux
de plus en plus, parce que si tu veux, les ONG, elles n'arrêtent pas de dire ah oui, mais l'écologie, il faut pas mettre dos à dos écologie et agriculture, on peut faire de l'agroécologie et tout. Et en fait, mais dans les faits, si tu veux, ça c'est de la théorie, mais dans les faits, tu vois très bien qu'il y a des incompatibilités et des injonctions contradictoires. On va aller trop loin d'un côté, et donc de l'autre, c'est en train de poser des problèmes économiques et sociaux. C'est ce qui se passe dans l'agriculture. Alors du côté des agriculteurs, qu'est-ce qu'ils en pensent des discours de ces ONG? Ils doivent en avoir marre, non? Et bien, si tu veux, il y a une vraie opposition, mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je redis qu'il y a Je t'aime moi non plus, c'est qu'on a vu une interview intéressante de Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, qui a été interrogé. Alors, c'est dans le magazine, c'est un magazine agricole que je ne connaissais pas d'ailleurs, Réussir, nourrir votre performance. Donc, c'est un truc de la profession. Et il y a un grand article sur Arnaud Rousseau, enfin un interview. Et en fait, il dit un truc intéressant que je vais te mettre ici à l'écran. Il a une question. Donc, selon vous, la production d'énergie à la ferme doit prendre quelle place? Point d'interrogation. Doit-elle devenir une diversification incontournable des agriculteurs de nouvelle génération ou est-ce une question de rentabilité et de baisse des charges? Et la réponse est intéressante. Je suis convaincu que dans les prochaines années, la rémunération des agriculteurs reposera sur 3 piliers. La production alimentaire, ça c'est classique, l'énergie, biomasse, photovoltaïque, méthanisation, agrivoltaïsme, et les aménités positives à l'environnement. Crédit carbone, paiement pour services environnementaux. Et là, il rajoute en dessous, avec ma femme, nous sommes en train de faire labelliser notre exploitation bas carbone pour demain vendre du crédit carbone. Cette expérience me permet aussi de savoir de quoi je parle en tant que responsable professionnel. Ce qui m'intéresse, c'est de voir le processus, de le tester. Nous devrions te labelliser d'ici l'été, le diagnostic est déjà fait. Donc tu vois, en fait, là, Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, donc c'est un gros agriculteur, enfin gros, il a 700 hectares en Seine-et-Marne, sa femme a aussi une exploitation, etc. Vous pouvez découvrir ça dans l'interview qui est intéressante. Et tu vois bien que là, d'une part, ils sont emmerdés, pour le dire poliment, par les injonctions écologiques. On a vu sur les normes, et ce qu'on vient de dire avant, l'incompatibilité qui existe. Mais d'un autre côté, si tu veux, ils collaborent avec l'écologie, on peut dire ça comme ça, sur l'énergie, par exemple. Ils font de la méthanisation dans les exploitations. Ils font de l'agrivoltaïsme, donc les panneaux solaires, etc. Et ça vient des politiques écologiques. Et ça leur rapporte du pognon, si tu veux. Alors que même que ces solutions sont assez nulles au point de vue énergétique et vont nous coûter très cher. Parce que pour faire du gaz avec de la méthanisation là, dans les exploitations, c'est bien, tout est possible, hein, mais ça va nous coûter à la fin très très cher, en fait, si c'est ça qui nous approvisionne en énergie. Et en plus, ils vont rentrer dans des échanges de crédits carbone. Donc, ils vont vendre des crédits carbone à d'autres structures qui en auront besoin. Donc ils sont complètement en fait assommés d'un côté par des politiques écologiques un peu radicales, mais de l'autre, ils surfent, si tu veux, sur des politiques qui sont du même acabit, si tu veux, mais là qui leur apportent de l'argent. Donc là, c'est Je t'aime moi non plus aussi. Est-ce qu'il y a pas aussi, est-ce que ça illustre pas aussi une certaine duplicité de la part de la FNSEA? Dans la mesure où, certains de ses responsables comme Arnaud Rousseau savent bien, tirer profit, on va dire, de la situation quelle qu'elle soit, puisqu'ils sauront tirer profit d'une situation qui change. Mais là, en l'occurrence, ils savent tirer profit des politiques environnementales, totalement délirantes qui mettent les petits exploiteurs et les petits agriculteurs dans les difficultés qu'ils dénoncent d'ailleurs, parce que le mouvement de la révolte agricole, c'est justement, de dénoncer un peu les difficultés qui sont liées à des normes trop étouffantes au nom de la politique environnementale. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on voit une grosse partie de la base des agriculteurs en colère rejeter un peu ce que dit la FNSEA et ne pas se sentir représenté par la FNSEA. Oui, c'est vrai qu'il y a une grosse critique de la FNSEA qui a toujours un peu existé, mais qui est, j'ai l'impression, de plus en plus forte. Et peut-être, oui, il dénonce une certaine duplicité. En même temps, tu sais, même les petits agriculteurs profitent, ou ceux qu'on peut, oui, les plus petits en tout cas, peuvent profiter, je sais pas moi, de toutes les politiques écologiques. C'est pour ça qu'on ne peut pas forcément leur en vouloir. Alors, on évoquait tout à l'heure Alain Bougrain-Dubourg et la LPO, ça nous amène à une autre actualité, c'est celle de Marc-André Selos.
Donc tu Oui, voulais nous dire un mot là-dessus sur oui, les oiseaux et Marc-André Solos. voilà, j'en ai dit un mot dans un direct là. Donc Marc-André Solos est un chercheur du Muséum d'histoire naturelle qui a fait une tribune dans Le Monde, une tribune qui est vraiment pas terrible en plus, qui est un peu à la truelle, tu vois. Donc on attend normalement un scientifique et on a besoin de mesures dans toute cette question-là. Et alors voilà ce qu'il dit notamment, ça je l'avais dénoncé sur Twitter. Regarde, ça commence là, en 30 ans. Les pesticides ont éliminé 80% des insectes et en 15 ans, ils ont tué 30% des oiseaux. On voit s'effondrer la pollinisation des insectes qui donnent graines et fruits et disparaître la régulation des insectes indésirables par les oiseaux. Bon. Tu vois, ça, il y va à la truelle parce qu'ils disent qu'on a dénoncé depuis toujours. Il reprend les chiffres. Là, ils ont, en 30 ans, les pesticides ont éliminé 80% des insectes. On a déjà dit que ça venait d'une étude qui n'était pas confortée par d'autres études et qui avait plein de biais méthodologiques. Et le chiffre de 30% des oiseaux aussi est faux, donc je voudrais revenir là-dessus parce que ça a été repris encore une fois par Hugo Clément et par aussi Julien Rochdy. Alors on a critiqué Rochdy sur Twitter, mais il a fait l'effort de nous appeler pour information, enfin il m'a appelé parce qu'il voulait en savoir plus sur nous et comprendre un peu mieux ce qu'on disait, donc c'est tout à son honneur de s'intéresser à ces questions-là, et c'est pas avec tout le monde qu'on a ce genre de relation, des fois on est tout simplement... dénoncés comme des méchants sans qu'on veuille discuter avec nous. Donc la démarche de Rochdy était quand même à saluer. Mais donc, sur les oiseaux, je voudrais revenir parce que j'en ai marre d'entendre ce truc. D'où vient le chiffre de 30% des oiseaux? Il vient d'un programme qui s'appelle le programme Stock, qui est mené aussi par le Muséum d'histoire naturelle et qui est un programme de sciences participatives. Et en fait, voilà le résultat du programme Stock. Alors, c'est un résultat, c'est pas le résultat entier. Mais si tu veux, le programme Stock, il étudie je crois, c'est à peu près 130 espèces d'oiseaux communs. D'accord? Il regarde si ça baisse, si ça diminue, etc. Et donc, les chercheurs, ils en profitent aussi pour faire un indicateur par rapport à ce programme, qui est le groupe de spécialisation. Et tu vois, tu as des courbes là. Tu as les oiseaux généralistes, par exemple. Alors, depuis 2001, tu vois, les oiseaux généralistes, ils ont beaucoup augmenté. Mais tu as les espèces agricoles en bas, le vert, qui a beaucoup chuté de 30%. Et puis après, tu as les oiseaux des milieux forestiers au-dessus. Non, pardon, c'est les milieux forestiers, c'est celui-là, le bleu. Et là, il est tout à fait stable. Et les milieux... il en manque un, agricole. Ouais, les milieux bâtis. C'est celui-là, là. D'accord? Le deuxième plus bas. Donc en fait, le chiffre de 30% des oiseaux qui diminue, c'est seulement les oiseaux liés aux espaces agricoles. Ce n'est pas 30% des oiseaux qui ont disparu. Et puis on ne sait pas, contrairement à ce que dit Solos, si ça vient des pesticides ou pas. Ça, c'est une interprétation. Et à mon avis, c'est totalement faux. Et peu importe. Donc tu vois, les chiffres, c'est juste les oiseaux des espaces agricoles. Et vous avez des espèces d'oiseaux qui se portent très bien, les généralistes et les oiseaux forestiers, ils sont stables. Et il y a un autre type d'oiseau qui n'est pas mentionné par le stock, comme par hasard, c'est les oiseaux d'eau, qui eux augmentent de 90% environ. Ça, c'est nos chiffres, c'est ce qu'on a trouvé, en suivant les chiffres de l'étude. Hein. Donc tu vois, voilà d'où vient ce chiffre. Mais ce qui est énervant, c'est que là, ces oiseaux qui sont montrés par ces courbes-là, c'est juste 70 espèces d'oiseaux. Or, il y en a beaucoup plus. Il y a dans le programme, je t'ai dit au début, au moins 120 ou 130 espèces d'oiseaux. Et en fait, si on regarde, ça vient de notre étude, mais c'est les chiffres de l'étude du programme Stock, si on regarde la tendance d'évolution des populations d'oiseaux communs selon le programme Stock, on prend tous les oiseaux cette fois, pas des échantillons comme avant. Eh bien, tu vois, tu as 35% des espèces qui sont en déclin modéré, tu as 34% qui sont stables, et tu as 25%, 26% même avec celle-ci, qui sont en augmentation modérée ou en forte augmentation. Donc en fait, si tu regardes ce chiffre global, d'accord, tu te dis, toi qui connais rien aux oiseaux, Xavier, si tu vois ça, tu dis, bon, bah c'est à peu près équilibré, quoi. Je me dis, ça va, oui, c'est un tiers, un tiers, un tiers, quoi. Voilà, un tiers, un tiers, un tiers, un tiers stable, un tiers qui augmente, un tiers qui descend. Bon. Mais alors, si tu lis Solos, tu dis 30% des oiseaux ont disparu ou sont en diminution, tu vois? Enfin, ont disparu, c'est ça. Et si tu regardes les chiffres là, c'est beaucoup plus alarmant puisqu'il y a des courbes qui manquent, dont celle des oiseaux d'eau, par exemple. Ils pourraient créer une catégorie.
Donc voilà, refaire sur point sur les oiseaux, il faut arrêter de délirer. Le programme stock, il dit qu'il y a un tiers, un tiers, un tiers, comme tu l'as excellemment compris. Voilà. C'est bien parce que ça permet au moins de remettre un petit peu de nuance, dans des affirmations qui sont ultra catégoriques et qui participent aussi de l'éco-anxiété, qui fait en ce moment des ravages chez beaucoup. Oui, exactement. C'est pour ça qu'on a reparlé du programme stock, parce qu'il y a des gens sur Twitter, il y a eu une mise à jour du programme, et donc ça a rebuzzé sur cette histoire de 30%, etc. Et puis il y a aussi un gars qui est tombé dans l'écologie, là, Gaspard Koenig, qui est aussi très inquiet de... comment dire, tu sais, il y a ces personnages-là qui s'intéressaient pas à l'écologie avant. Gaspard Koenig, tu vois qui c'est, hein? Alors c'est très intéressant, le cas de Gaspard Koenig. Donc on va commenter dans une prochaine vidéo, à découvrir parce qu'on a quand même quelques trucs à dire sur Gaspard Koenig. Ouais, d'accord. On va faire ça. On va faire ça. Bah, merci beaucoup Bertrand Bah, je t'en prie, puis à bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo. et de commenter et de dire ce qui vous passe par la tête. Voilà, c'est ça. Merci Merci à beaucoup vous. Bertrand. De rien.